Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session live avec Pharmacy Lounge, la plateforme qui permet de poursuivre la conversation. Je rappelle que c'est gratuit et sécurisé. Vous pouvez également intervenir pendant ce live en posant vos questions via le chat. Alors aujourd'hui, c'est un nouvel épisode qui est intitulé « Comment manager son équipe en période de stress ?» Et pour répondre à cette question, je suis bien évidemment accompagné de Sandrine Fabre-Rubinstein, cofondatrice de la société de conseil et d'accompagnement 600 Phoenix. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et saluons également Fabrice Arnaud, le CEO de Pharmacy Lounge, qui nous accompagne également. Bonjour Fabrice. Bonjour Romain, merci de me passer quelques instants la parole. Je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue dans Pharmacy Lounge. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session. Je suis absolument ravi de retrouver Sandrine et Romain également. Vous dire en quelques mots que Pharmacy Lounge ne sont pas que des webinaires en ligne, c'est un réseau social professionnel, confidentiel, sécurisé, qui rassemble tout le corps pharmaceutique, c'est-à-dire les pharmaciens d'officine, les pharmaciens hospitaliers, les étudiants, les internes, et les pairs de la profession. Vous pouvez tous vous retrouver au sein de Pharmacy Lounge et discuter de manière sécurisée, sereine, dans un outil qui l'est. Ce sont des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux, mais avec, encore une fois, cette confidentialité en plus. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais la session est enregistrée, et c'est important que je vous le rappelle. Et je laisse tout de suite la parole à Romain et Sandrine pour cette webconférence. Si vous avez des questions, Romain vous l'a dit, via le chat, posez-les. Voilà, pas de problème. À très vite. Merci Fabrice. Allez, maintenant rentrons directement dans le vif du sujet. Première question, Sandrine. Tout simplement, c'est quoi être stressé? Alors, c'est quoi être stressé? C'est quand on a un phénomène qui normalement devrait être ponctuel et qui en fait se prolonge. Alors, pardonnez-moi parce que vous êtes pharmacien et vous connaissez beaucoup mieux le sujet des hormones et neurotransmetteurs que moi, mais le stress, en fait, c'est quelque chose de tout à fait fonctionnel. C'est comme la peur, ça vous donne un stroke qui vous dit « attention, danger ». Et donc, il y a le système hormonal qui se déclenche, l'adrénaline, la noradrénaline qui est l'hormone de la vigilance, le cortisol qui vous permet, quand il y a un bus qui vous fonce dessus, du coup de faire un pas en arrière. Vous avez peut-être entendu le pas sur le sol d'ailleurs. Et puis ensuite, vous avez la dopamine. J'ai pas tout mis, hein, c'est un schéma justement pour les métiers médicaux, mais il y a la dopamine qui, du coup, une fois que c'est fait, la sérotonine aussi qui dit à tout le monde on se calme, le danger est passé, c'est génial, on a su gérer la situation et d'ailleurs c'est comme ça qu'il faut faire et donc la prochaine fois on recommencera et petit à petit ça devient un réflexe. Donc le stress dont on parle, là c'est quelque chose qui en fait va au-delà de l'action ponctuelle qu'il y a à mener. Et du coup, on a un phénomène où ces hormones, au lieu de redescendre dans leur production, vont perdurer et vont générer un état de stress permanent. Voilà, j'espère que ça correspond à ce que vous en saviez déjà, mais c'est ça, le stress qui est nocif, c'est celui qui va s'installer et qui dure au-delà de l'action à régler. Alors maintenant, Sandrine, intéressons-nous peut-être au stress au travail. Une question toute simple, est-ce que ce stress au travail est un phénomène nouveau ou ça a toujours existé? En fait, on le connaît depuis les moines, voilà, donc avec des phénomènes qui ont fait que certains d'ailleurs se sont épuisés et sont tombés en burn-out. On parlait pas de burn-out, mais ça a toujours été. Mais pour ça, il faut des facteurs extérieurs qui vont emmener à un dysfonctionnement de contexte et une situation qui justement génère un stress permanent. Et donc là, je vais y venir rapidement. Ce que je vais recenser là en organisationnel, si vous voyez bien, c'est les facteurs externes à la personne et qui ont été recensés à la fois par les spécialistes du sujet du stress aux États-Unis et qui ont été repris par la Haute Autorité de Santé. Et donc, pour le contexte des pharmaciens en ce moment, qu'ils soient en hôpital, en clinique ou en officine, je pense que vous verrez qu'on coche pas mal de cases.
Donc surcharge, intrusion avec les tests, etc. La compétition, par exemple, je sais qu'il y a des sujets de recrutement, notamment dans les officines. Donc est-ce que je vais trouver les bonnes personnes, etc. Manque de soutien quand on est dans des contextes, par exemple, hospitaliers, ça peut être le cas, conflit. Alors, je sais aussi que dans la communauté de travail en hôpital, il y a les sujets administratifs, l'hôpital et la gestion, mais aussi l'ARS, etc. Et puis, parfois, justement, le fait d'avoir des responsabilités importantes et en fait de ne pas avoir les moyens d'agir. Dans le contexte des professionnels de la santé et dans période Covid, évidemment, la confrontation à la puissance et parfois à la mort, et puis les conflits de valeurs. Donc ça, vraiment, du coup, ça crée un contexte de stress dû à votre métier et dû à la période. Et puis, alors, si ça suffisait pas, vous avez ce à quoi on est tous soumis, c'est-à-dire l'évolution de la société, évidemment le Covid, où on ne sait pas si ça va rester, pas rester, comment on va le gérer dans la durée. Et puis, alors là, maintenant, on a la guerre, donc tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà. Du coup, vous l'avez bien dit, en pharmacie, depuis quelques mois, on connaît que ce soit en ville ou à l'hôpital, on connaît vraiment des tensions, voire des périodes de stress. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent évoluer? Comment vous voyez et comment vous expliquez tout cela? En fait, c'est cette conjonction, en fait, cette conjonction de facteurs qui fait que on est dans des agents stresseurs externes permanents. Alors, va se rajouter à ça des facteurs propres à la personne, que vous soyez donc collaborateur ou que vous soyez manager ou titulaire ou adjoint ou gérant, et qui sont particulièrement forts chez les professionnels de la santé parce qu'il y a un engagement, évidemment, on n'est pas là que par hasard, on est peut-être là aussi parfois par filiation familiale, voilà, et du coup, il y a certains déterminants qui, dans des contextes de crise ou d'incertitude, vont encore plus être sollicités. Par exemple, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez, mais voilà, on attend évidemment d'un pharmacien que ce soit un grand professionnel, on attend un sans faute. Souvent dans ces métiers-là, on est dans un soi fort, on est dans un soi parfait, la confiance, il faut que vous soyez digne de confiance, vous ne pouvez pas vous tromper. En plus, c'est un métier tourné vers les autres, donc on attend un résultat qui parfois ne dépend pas de nous-mêmes. Et puis, on a aussi des spécificités qui peuvent se trouver chez tout le monde, mais en particulier dans vos professions, c'est-à-dire par exemple les hauts potentiels intellectuels. Voilà, donc tout ça, ça fait une alchimie qui fait qu'on peut être très stressé en ce moment. Enfin, et vous surtout. Fabrice, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Ton micro, Fabrice. Pour l'instant, pas de questions, Romain, mais je reviens vers vous dès qu'une question abonde. Alors Sandrine, on va poursuivre. Alors une pharmacie en ville ou à l'hôpital, c'est avant tout une équipe composée de différents individus, de différentes personnalités. Comment réussir un équilibre entre toutes ces personnalités sans, bien évidemment, s'épuiser soi-même? Oui, alors déjà, il y a une première chose qui est très importante, c'est accepter la différence. Je reste en fait sur les facteurs internes, mais on n'est pas tous motivés par les mêmes choses. Ça a l'air d'une tautologie, mais c'est une base. On n'est pas tous motivés par les mêmes choses. On n'est pas tous collaborateurs d'une pharmacie ou préparateurs en hôpital pour les mêmes raisons. Ensuite, on n'a pas tous les mêmes agents stresseurs. Et du coup, on ne va pas avoir tous les mêmes comportements en phase de stress. Donc l'enjeu pour quand on est manager, c'est déjà de le comprendre, ensuite d'observer ce qui se passe chez l'autre sans interpréter, parce qu'en fait la meilleure réponse qu'on va avoir sur qu'est-ce qui se passe chez toi en ce moment
je te vois un peu démobilisé, ou je te vois très nerveux, ou alors au contraire, dans des périodes où ça va, je vois un tel qui est très motivé, etc., qui prend les choses en main. En fait, le but du jeu, c'est d'observer comment ça se passe. Si il y a quelqu'un qui, justement, prend les choses en main, qui est vraiment actif, etc., de le reconnaître. La motivation de la reconnaissance est énorme et d'autre part, elle joue sur les circuits d'apprentissage. Donc, plus vous reconnaîtrez que quelqu'un fait bien son travail, est digne de confiance, que vous l'appréciez pour ce qu'il est, etc., plus vous stimulerez son engagement, plus vous stimulerez le processus chez lui d'apprentissage. Plus quand quelqu'un, vous voyez que ça va pas bien, qu'il est démotivé, qu'il a un comportement différent d'avant, vous irez vers lui, il se sentira écouté, sans interpréter, et vous irez chercher ce qui ne va pas en ce moment, plus vous aurez aussi de l'engagement à soi-même trouver les solutions pour que ça aille mieux. Donc vraiment, la première clé, c'est comprendre et intégrer qu'il y a des différences. Deuxièmement, observer. Et troisièmement, aller vers l'autre. Ça, c'est vraiment une clé de management, que ce soit en période de crise ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu pour l'instant. Pour l'instant, je comprends tout, donc ça va. Fabrice, je crois qu'il y a une question. Absolument. C'est Blandine qui nous demande si les équipes sont difficiles à conserver. Il y a des jeux de chaises musicales. Comment répondre au mieux à des demandes de forte augmentation de rémunération? Merci de m'avoir posé la question. Donc c'était celle qui m'embarrasse. Non, parce que là pour le coup j'ai pas la main. En revanche, c'est pas se défausser que de se dire c'est pas derrière la rémunération. Il y a d'autres motivations. Dans les plus grandes, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, reconnaissance pour ma compétence. Alors, la rémunération, l'augmentation peut faire partie de… c'est un signe tangible, évidemment. Reconnaissance sur le fait que je sois digne de confiance. Je vais revenir. Reconnaissance pour le fait que je mets une bonne ambiance, je suis empathique avec les clients, etc. Aussi créer des conditions. Par exemple, vous avez des gens qui sont motivés par le fait que ça bouge, que ce soit voilà, d'autres qui vont être motivés par l'aspect fun. Donc ça, c'est à observer et mettre ces conditions-là en place. Quant à la rémunération, en fait, quelquefois, vous avez, je prends l'exemple de quelqu'un qui est pas dans votre domaine, mais qui est journaliste sur la santé, et ce qu'elle attendait, peut-être une augmentation de salaire, mais au moins un merci. Au moins un merci de tu t'es tellement investi, etc. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué. Elle aurait entendu ça. Aujourd'hui, je peux pas t'augmenter, etc. Mais voilà, comment on peut faire c'est peut-être de l'aménagement du temps. Enfin, voilà, il y a pas que ça derrière, même s'il faut pas l'éluder et savoir effectivement investir sur ce type de reconnaissance. Moi, je vais poser une question parce que du coup, ça m'intéresse. Comment, en tant que pharmacien, quand on est salarié, on doit gérer le stress qui nous est imposé par notre hiérarchie et comment ce stress, on doit le retransmettre, entre guillemets, à nos collaborateurs? Alors, le retransmettre, c'est pas l'état de stress. Je sais plus si c'est Céline qui avait posé la question de le problème, c'est qu'on transmet son stress aux autres. Alors, surtout, votre stress, c'est le vôtre. Voilà. Donc, encore une fois, le stress, c'est un moteur d'action, comme la peur, la colère, tout ce que vous voulez, mais le plaisir aussi. Donc, c'est pas votre stress qu'il faut transmettre aux autres, c'est j'ai besoin d'arriver à un objectif. Cet objectif, je vais pouvoir embarquer certains sur la réalisation d'un objectif, d'autres, je vais pouvoir les embarquer sur on va le faire ensemble, d'autres, je vais pouvoir l'embarquer sur la notion de service.
Vous voyez, c'est là où je dis, dans les premières choses à faire, c'est observer ce qui motive la personne. Voilà. Et donc, on reçoit du stress des autres, effectivement. Donc là, l'enjeu, il est de savoir se connaître, hein, et de savoir ce qui nous stresse. C'est quoi mes agents stresseurs? C'est quoi mes réactions sous stress? Pour deux raisons. Mes agents stresseurs, si je peux les éviter. Par exemple, je prends la notion du temps. Alors, il y a des gens que un délai va stresser. Si vous ne mettez pas la notion de délai à cette personne-là, mais la notion d'obtention de résultats ou de faire les choses ensemble, pour prendre deux cas, là, vous allez davantage la motiver. Pardon. Si par contre, vous lui dites il faut faire ça avant telle date, ça peut peut-être complètement la bloquer. Donc, si moi, en tant que manager, je sais que ça va me stresser, je vais chercher dans ce que j'ai à faire s'il y a d'autres sources de motivation. Oui, ok, on m'a donné ce délai, j'ai horreur de travailler tout seul, je vais aller chercher quelqu'un avec qui je peux travailler. Voilà. Donc, la première des choses à faire, c'est se connaître ses agents stresseurs, et dans le connaître son comportement sous stress. Donc, vous avez des réactions très différentes. Vous avez quelqu'un qui va ne voir que ce qui va mal, qui ensuite va blâmer les autres. Vous en avez un autre qui va se mettre complètement en retrait. Vous en avez un troisième qui va dire débrouille-toi. C'est pas forcément un mauvais comportement, c'est juste que cette personne-là est en état de stress. Donc, si moi je sais que quand je suis en état de stress, je réagis comme ça, déjà je peux reconnaître que je suis en état de stress. Souvent, ce qui fait emballement, c'est que je suis dans le déni. Donc, si je le reconnais, je peux essayer de revenir en pensée claire et du coup d'interagir avec les autres de façon beaucoup plus fluide et objective. Voilà, donc je ne sais pas si Romain, j'ai répondu à votre question. Oui, oui. Et comment on s'auto-diagnostique? Je me permets, hein, Sandrine, de poursuivre. Comment on sait quel type de manager, quel type de bon pharmacien manager on est? Comment on se diagnostique de notre position? Ok, alors là, en fait, il y a la manière dont on fonctionne, et du coup, ça me permet de faire une parenthèse. Si on se connaît bien, on sait nourrir ses besoins, et puis du coup, on est, j'allais dire, authentique. Si par exemple, on parle jamais mieux que de soi, mais bon, moi je suis plutôt empathique, et du coup j'aime bien qu'il y ait des couleurs, j'aime bien qu'il y ait des parfums, j'aime bien, etc. Donc je crée une ambiance, si vous voulez. Vous avez d'autres personnes qui vont être juste dans la logique, tout ce qui est efficacité, ça ne veut pas dire que je suis pas efficace, hein. Efficacité, donc information, analyse, décision, observation de ce qui se passe derrière, adaptation, etc. Donc, si moi je sais que je suis comme ça et que j'ai des collaborateurs en face de moi qui sont plutôt, enfin, dans ce registre-là, plutôt ordinateur, etc., un des enjeux, c'est de m'adapter à leur mode de fonctionnement et leur mode de communication. Voilà. Donc, ce qui n'empêche pas que, comme dans une pharmacie, il y a plein de gens qui y rentrent, ou alors que j'interagis quand je suis à l'hôpital avec des gens qui peuvent avoir un type de fonctionnement comme ce que j'ai, c'est-à-dire empathique, je vais évidemment, là encore, observer ce qui se passe chez l'autre, comment elle fonctionne, quels mots elle emploie, pour m'adapter. Alors, attention en revanche, il y a un enjeu, c'est de ne pas se suradapter à l'autre. Et ça, c'est très important pour le manager, parce que s'il se suradapte, pour le coup, il va faire beaucoup d'efforts, il risque de s'épuiser et du coup d'être en stress. Alors juste du coup, un des enjeux pour vous, manager, c'est de bien vous gérer, notamment quand on est chef de service ou chef d'entreprise comme un pharmacien d'officine. En fait, le premier actif que vous avez, c'est vous.
Donc, si vous voulez, il y a un bon ordre des choses à mettre en place. C'est vous d'abord, en plus parce que vous êtes observé, donc vous modélisez. Et donc, si vous n'êtes pas bien, qui va tenir la boutique derrière, hein. Donc, et en plus, si vous nourrissez ça, vos besoins physiques, physiologiques, sociaux, etc., vous avez moins de chances d'être stressé d'une part et de transmettre un surstress. Je ne sais pas si c'est clair et si… il faut trouver le juste milieu. C'est toute la difficulté, je pense. Le juste milieu, vous êtes au centre. Ça paraît, dans notre culture, c'est un peu contre-intuitif, mais vous êtes au centre. C'est-à-dire, c'est vous qui faites fonctionner les choses. Si, pour répondre à Céline, si vous êtes bien, même en période de tension, etc., hein, vous modélisez d'abord pour les autres, pour qu'ils prennent soin d'eux, et puis ensuite, c'est là où vous n'allez pas transmettre le surstress, hein, votre stress, parce que vous allez être en pensée claire, plus ou moins, hein, bien sûr, mais vous allez pouvoir, quand il y a une difficulté supplémentaire qui arrive, poser les choses. Vous dire, attention, là, je suis en stress, de quoi j'ai besoin pour réajuster et faire face à l'événement. Très clair, Sandrine. Comme d'habitude, on va conclure peut-être ce live. Du coup, quels sont vos conseils pour terminer, pour être un bon manager en cette période de stress? Ok, alors je rajoute aussi tout ce qui est psychocorporel. Mais alors, quelques conseils. Connaître ses agents stresseurs, ses bouffeurs d'énergie, connaître ses forces, être connecté à ses émotions, parce que c'est elles qui vous renseignent si vous allez bien ou pas, et ce qu'il faut faire derrière. Donc ça vraiment, si vous avez des lectures à faire en ce moment, allez sur les émotions. Il y en a un qui vous renseigne, c'est le corps. Alors, je sais que je dis quelque chose de très provocateur, faire des pauses, faire la sieste, mais en fait, c'est indispensable. Et des pauses, des vraies pauses. Hein. Par exemple, évidemment, je ne suis pas sûre que vous puissiez faire tout le temps la sieste. Encore qu'il y a certains hôpitaux, par exemple, qui mettent des endroits pour ça. Dans les pharmacies d'officine, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais il y a des startups qui font des espèces de lits, machin truc. Bref, mais si vous faites une pause, faites une vraie pause. Vous regardez une vidéo drôle, vous parlez avec quelqu'un dans la rue, enfin, une vraie pause, parce que là, psychiquement et surtout neurologiquement, ça produit un effet sur les hormones. Nourrir vos besoins psychologiques, physiques et sociaux. Ça, c'est pour aller plus loin dans comment manager et donc vous gérer. Et puis pour les autres, dans votre interaction avec les autres, focalisez sur ce qui est en votre pouvoir et maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un danger aussi quand on est manager, c'est se transformer en sauveur. Il y en a qui se transforment en persécuteurs, il y en a qui se transforment en sauveurs. Voilà. S'entourer. Certains n'ont pas besoin de s'entourer, ils sont mieux tout seuls, mais s'entourer de pairs, de mentors, c'est très important parce que ça vous nourrit, puis ça permet de défocaliser aussi et de prendre recul et distance. Faire équipe avec ses collaborateurs. Justement en faisant ni trop ni trop. Alors là pour le coup je rejoins Romain sur un juste équilibre, comprendre les différences, observer, aller vers l'autre, trouver pas des compromis mais comment nourrir les besoins de l'autre et les besoins du service ou de la pharmacie qu'on a. Et puis du coup quand on se connaît, vraiment anticiper ce qui va pouvoir faire stress chronique, ce qui va pouvoir faire stress chez l'individu que vous managez et dans le collectif que vous managez, et équilibrer entre des moments individuels avec les personnes et des moments avec le collectif. Voilà. Et si tout vous énerve, consultez un médecin, c'est ça? C'est ça. Et retourner à la base de mieux se connaître. Vous savez, on cite souvent la phrase de, est-ce que c'est Socrate? Connais-toi toi-même. Mais la suite, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. C'est un beau programme, ça, non? C'est sur cette conclusion qu'on va terminer cet épisode. Fabrice, est-ce qu'on a des questions ou des remarques?
une dernière question, si on a encore 2 minutes, Romain, si possible. Oui. La dernière question, c'est lorsqu'on alors on travaille souvent en équipe à l'officine, il y a plusieurs collaborateurs, et il y a un besoin de créer cette émulation collective. Je pense que vous y avez un peu répondu, Sandrine, tout à l'heure. Mais cette émulation collective peut être dégradée par 1 ou 2 personnes stressées pour lesquelles on n'a pas, et qui impactent les autres et pour lesquelles on n'a pas forcément identifié les raisons de ce stress. Comment fait-on pour garder ce corps et cette émulation collective? Déjà, quand on parlait de identifier les raisons de ce stress, il faut vraiment aller vers la personne en individuel pour la faire baisser dans son niveau de stress. Parce que là, pour le coup, on est en systémie là. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est stressée, elle interagit avec les autres. Ça fait des boucles, si vous voulez. Et plus ces boucles s'enclenchent, plus elle boucle, et donc plus elle va faire de la même chose. Donc il y a 2 choses pour moi à faire. D'une part, individuellement, aller à l'écoute de la personne, poser des questions et travailler en individuel avec elle sur ce qu'on peut faire pour la sortir de ce stress. Et sur l'équipe, observer ce que nous, en tant que manager, on faisait et qui contribuerait au problème. Vous voyez, s'il n'y a pas d'évolution dans ce collectif, c'est que quelque part, on contribue. Il n'y a pas d'enjeu de culpabilisation. Hein. C'est juste se dire, dans cette systémie, qu'est-ce que je fais qui contribue? Si j'ai noté que parfois, des choses que je dis, que je fais dans ce collectif améliorent l'ambiance, l'efficacité de l'équipe, j'observe ce que j'ai fait, j'observe ce qui s'est passé, je modélise et je continue dans cette voie. Parce que c'est peut-être la bonne voie. Voilà. Si par contre, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent ne donne rien, ben, la meilleure solution, c'est d'arrêter. D'arrêter ou de faire quelque chose de très différent. Voilà. Bon, c'est un peu court pour répondre complètement, mais voilà, la personne en individuel et soit parce qu'on est le seul à pouvoir agir, enfin, dans ce système-là, on ne maîtrise que ce qu'on fait nous. Hein, dans le collectif. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. C'était comme d'habitude très clair et très instructif. Merci aussi Fabrice et l'équipe technique de Pharmacy Lounge pour avoir permis ce live. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode des pauses déj. À bientôt. Vas-y, Fabrice. Et n'oubliez pas que vous pouvez, vous aurez accès à des replays par la suite, des podcasts pour pouvoir suivre de nouveau cette session. Et vous pouvez aller à la rencontre au sein de Pharmacy Lounge de Sandrine dans son espace 600 Phoenix pour poursuivre la discussion avec elle. On va y aller, Fabrice. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.